Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut enregistrer et faire ça? Parce que ça me paraît limite avec une heure. Là, ça marche derrière, c'est bon. Je commande du coup il est lancé. 40. Oui, là c'est reparti. J'ai beaucoup de Bien, bonsoir à toutes et à tous. Allez, on va démarrer. Alors, a priori, on a un problème technique qui fait qu'on ne peut pas retransmettre en direct. Bon, on n'a pas d'obligation, donc c'est pas trop un souci. Mais le conseil municipal est enregistré, on le passera en différé. Je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Je vais procéder à l'appel. Alors, Marie-Pierre Dost. Elle est où, Marie-Pierre Dost? Elle était là. Pablo Arcé. Présent. Marie-Pierre Glaise, procuration Pablo Arcé. Bernard Passerieux. Présent. Céline Sirlac-Sindou. Alain Caral. Présent. Véronique Blancier. Christophe Proussillon, procuration Philippe Piquet. Claude Grillet. Présent. Pierre-Yves Chanin. Divine Nsimba Lepini. Laurent Sanchou. Présent. Christine Haraud. Présent. Georges Brandino. Présent. Estelle Cros. Camille Deglan. Pascal Maton, procuration Christine Haraud. Karim Bazizi. Présent. Marie-Laurence Bigard. Hugues Cassé, procuration Bernard Passerieux. Zora Benradi. Philippe Piquet. Sylvie Brault. Jürgen Knodelseder. Denis Lapère. Lauric Ferrieux. Henri Arévalo. Karine Pérez. Jean-Marc Dangean, procuration Karine Pérez. Françoise Marie. Jean-Luc Palévaudy. Laure Tachoir. Au secrétariat de séance, je vous propose Pablo Arcé. Y a-t-il des oppositions? Bien, je vous remercie. Merci Pablo. Alors, donc, nous accueillons ce soir pour siéger à ce conseil municipal Zora Benradi. Bienvenue à Zora, qui a été appelée à siéger au conseil municipal suite au décès de notre collègue Rosie Daberna. Je ne sais pas si tu avais prévu de dire un mot ou pas, Rosie. Rosie, pardon, excuse-moi. Zora. Merci, Monsieur le maire. Avant tout, je vais me présenter. Donc, je suis Madame Zora Benradi. Je suis élue dans le groupe majoritaire Ramonville pour tous, aux côtés de Monsieur Lubac. J'intègre le conseil municipal dont je succède à notre regrettée amie et collègue Rosita, où je serai amenée à reprendre les missions qui lui avaient été confiées, à savoir la lutte contre la discrimination, la laïcité et l'égalité hommes-femmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Zora. Je vais procéder à l'approbation du conseil municipal du 13 avril. Est-ce qu'il y a des remarques qui étaient faites, qui sont remontées auprès du secrétariat? Je ne crois pas, à ma connaissance. Madame Pérez, depuis la conférence des présidents? Non, aucune. Bien, donc j'ai proposé de passer à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, je dois vous rappeler que vous devez signer le document budgétaire suite au vote du compte administratif. Donc, si le conseil est terminé, merci de bien vouloir rester et de partir qu'après la signature de celui-ci. Les prochains conseils municipaux, enfin le prochain conseil municipal plutôt, est le 6 juillet, notez-le. Et les commissions seront les 27 et 28 juin prochains. 27-28 juin pour les commissions, conseil le 6 juillet. On va, donc, suite à l'intégration de Zora Benradi au conseil municipal, renouveler une partie de nos instances, et notamment le centre communal d'action sociale, avec un poste laissé vacant suite au décès. Pardon. Madame Brault, vous voulez... Oui, il y a 2 points qu'on souhaiterait mettre à débat.
Ah, pardon. Je crois que vous ne l'aviez pas indiqué en conférence des présidents. Non, mais on va l'indiquer maintenant. Donc, c'est le Alors. point 16 et le 21. Alors, attendez une seconde. Le point 16, la convention de concours à conclure avec la communauté d'agglomération du Sicoval pour l'aménagement de la rue de l'Ancienne Batterie. Très bien. Et le point 21, le recours au contrat d'apprentissage. Parfait, merci. Merci. Hop. Hop. Donc, l'installation des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Vacances de poste, c'est sur scrutin de liste majoritaire au plus fort reste. Vu qu'il n'y avait pas de modification dans les groupes d'opposition, nous avons reconstitué la liste en changeant seulement les membres de la majorité. Nous vous proposons dans la nouvelle liste, composée ainsi, Véronique Blanstier, Laurent Sanchou, Pierre-Yves Chanin, Philippe Piquet, Karine Pérez et Sylvie Brault. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et on doit désigner un membre à la commission municipale sociale et éducation suite à la vacance d'un siège. Donc, la nouvelle liste est ainsi composée. Pas de modification dans les groupes d'opposition. La nouvelle composition pour la majorité est la suivante. Marie-Pierre Dost, Véronique Blanstier, Estelle Cros, Céline Sirlac-Sindou, Camille Deglan, Laurent Sanchou, Karim Bazizi, Zora Benradi, Sylvie Brault, Karine Pérez et Laure Tachoir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Brault. Oui, alors au nom du groupe Ramonville et vous, nous vous souhaitons la bienvenue au sein du conseil municipal et on espère qu'on pourra travailler de manière constructive avec vous dans l'intérêt des Ramonvillois. Et donc, je souhaitais profiter de votre élection pour revenir sur les violences envers les élus qui se multiplient actuellement. J'ai une pensée toute particulière pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, et les élus qui ont essuyé madame, excusez-moi, madame. Des jets de bouteilles en verre hier. Madame. Oui, j'aimerais juste Madame terminer Brault. mon intervention. Non, Madame Brault, vous ferez toutes les interventions que vous voulez. Il faut demander en conférence des présidents et inscrire des points à l'ordre du jour, notamment en questions diverses. Vous voulez avoir une tribune politique en essayant de remercier un nouvel arrivé, c'est très bien. Mais ne dérivez pas le sujet. Ici, nous sommes sur la composition d'une commission sur l'action sociale. Donc, si vous voulez qu'on parle de ces violences-là, il n'y a pas de souci, on le fera en questions diverses. Voilà. Ne mélangeons pas les interventions. Je ne pouvais pas le demander en conférence des présidents puisque les faits ont été Mais vous auriez très bien pu nous hier. envoyer un mail depuis hier et nous aurions tout à fait accepté de le faire en questions diverses. Donc, je vous laisserai la parole à ce sujet. En questions diverses. Sur la composition de la commission, est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et donc, bienvenue à Zora dans cette commission. Et nous allons passer donc sur les process de vote pour les comptes de gestion. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 comptes de gestion à voter, 5, pardon, et 5 comptes administratifs. Ce que je vais vous proposer, donc, puisque, comme vous le savez, nous avons réglementairement l'obligation de voter les comptes de gestion conformes, et c'est le cas entre le trésorier et l'ordonnateur public. On vous votera les comptes de gestion et on va faire une présentation au préalable. En fait, c'est Pablo Arcet qui va faire cette présentation de l'ensemble du compte administratif 2022. Ensuite, nous procéderons au vote formel de l'ensemble des 5 comptes de gestion. Ensuite, je céderai la présidence pour qu'on puisse faire voter les 5 comptes administratifs. C'est ce que j'ai présenté en conférence des présidents. Ça n'a pas eu d'opposition de votre part sur la forme. Donc, on va lancer la présentation du compte administratif. Pablo Arcet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, je vais vous faire la présentation du compte administratif 2022 du budget général et remercier au préalable le travail des services qui, jusqu'au dernier jour, on a travaillé dessus pour étoffer et améliorer cette présentation qui a déjà été présentée en commission. Donc, le compte administratif du budget général, donc on a des recettes des deux sections, fonctionnement et investissement. Donc, dans la section de fonctionnement, on a des recettes pour 20 307 000 euros qui proviennent de plusieurs sources différentes. D'abord, la fiscalité, des impôts et des taxes pour 15 422 000, où il y a les impôts ménages, les reversements du SICOVAL et d'autres sources en fiscalité, notamment les droits de mutation. Les dotations et subventions pour 1 805 000
euros, où nous trouvons de la DGF pour moins de 600 000 euros, mais aussi de la DSU, DNP et d'autres subventions et dotations, essentiellement des subventions du département et de la région. Les produits et services pour 1 700 000 euros, qui se répartissent à peu près pour moitié en réfacturation du personnel qui est mis à disposition et pour l'autre moitié pour laisser le produit des services directs de la collectivité. Les atténuations des charges pour 339 000 qui représentent l'assurance du personnel qui nous est reversée. Des produits exceptionnels et divers pour 1 029 000. Une opération de chapitre, de précédent d'ordre de section à section pour 10 000 euros. Voilà. Ces recettes vont permettre de financer les dépenses de fonctionnement à hauteur de 18 766 000, qui sont ventilées de la façon suivante. Les dépenses liées au service pour 3 786 000. Le personnel, le traitement des agents pour 11 551 000. Les atténuations de produits, c'est le FPIC, le Fonds de péréquation des collectivités, pour 156 000. Les autres charges de gestion courante pour 969 000. Les subventions aux associations, 753 000. Des charges financières, ce sont des intérêts des emprunts et les frais bancaires pour 170 000. Et des charges exceptionnelles pour 178 000 et l'opération d'ordre de section à section de 1 201 000 euros qui correspondent aux amortissements. On a donc un résultat de fonctionnement pour 2022 de 1 540 413 qui va venir abonder donc la section d'investissement. Cette section a des recettes d'investissement en direct pour 4 472 000 qui se distribuent de la façon suivante. Donc la fiscalité, avec le FCTVA pour 526 000, les taxes d'aménagement 434 000 et des excédents capitalisés qui sont le résultat de l'année précédente qui est réaffecté pour 1 642 000. Les recettes sur opération 608 000 et des amendes de police pour 42 257 et d'autres petites sources de financement, notamment 14 000 euros qui correspondent à un branchement L10 qui était pris au nom de la collectivité pour divers chantiers et qui ont été remboursés par les entreprises. Et nous retrouvons aussi en recette d'investissement l'opération d'ordre des amortissements qui sont d'une part une dépense de fonctionnement et d'autre une recette d'investissement. Ces ressources vont servir à couvrir les dépenses d'investissement pour 2 526 000 qui correspondent donc d'une part au projet structurant pour 783 000, la qualité du service public et l'entretien du patrimoine pour 365 900, les moyens projets et divers pour 164 000. L'annuité de la dette, elle se lève à 1 070 000 et d'autres dépenses d'investissement pour 130 000. Nous allons retrouver là-dedans la coopération décentralisée. On a donc un résultat d'investissement positif de 1 946 000. En termes donc de résultats financiers, donc nous avons les recettes réelles de fonctionnement. Recettes réelles de fonctionnement qui sont les dépenses, les recettes de fonctionnement globales moins les opérations d'ordre pour 17 565 000. Les dépenses, les recettes de fonctionnement pour 19 171 000, ce qui laisse une épargne brute de 2 205 000. Une fois qu'on a payé l'annuité de la dette, on aura une épargne nette de 1 135 000 euros. Wow. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Intervention. Oula, Madame, pardon, ça c'est de ma faute. Madame Beau. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation, puis merci surtout aux services financiers dont nous connaissons les difficultés pour avoir produit toutes ces données. Mais ce que les Ramonvillois attendent, c'est peut-être plus des explications et des perspectives que la simple lecture des chiffres. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont fait savoir. Donc, notre première proposition que nous renouvelons donc, chaque année, c'est de traiter en même temps le compte administratif de l'année N-1
et le budget primitif de l'année N pour qu'il y ait plus de transparence et plus de sincérité dans les budgets. Maintenant, on va insister sur 2 points. Le premier, c'est l'exercice 2022 et le deuxième, c'est l'évolution budgétaire sur le mandat d'autre part. Donc, premier point concernant l'exercice 2022, le fait le plus marquant, en fait, c'est le très faible taux de réalisation des investissements, puisqu'en fait, il y a 70% des investissements prévus au budget primitif de 2022 qui n'ont pas été réalisés. Et donc, vous avez évoqué des marchés infructueux, notamment au niveau de l'école Jean Jaurès et de la piscine, mais au final, en fait, ce sont les usagers qui en payent les frais. Et là, présentement, en fait, ce sont les élèves et les équipes éducatives qui sont victimes des retards. Alors ça, c'est sans compter les projets qui, en plus, ne pourront pas voir le jour sur le mandat, comme visiblement la rénovation de la place Jean Jaurès. Donc, retard et renoncement du côté de l'investissement pour 2022. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas de votre faute, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'État qui vous prive de ressources fiscales. Moi, je vais vous répondre, comme la dernière fois, que, en fait, toutes les collectivités sont contraintes par les mêmes choses. Et donc, il y a une réponse qui a été donnée donc, par l'Association des maires de France dans une note qui s'appelle « Analyse financière des communes de 2022 », que vous avez certainement lu. Et dans ce rapport, eh bien, face à la hausse des frais de fonctionnement à laquelle Ramonville n'échappe pas, puisqu'on est autour de 15% de hausse de frais de fonctionnement, et à la réduction du pouvoir de taux, eh bien, l'AMF, elle constate que l'épargne, en général, elle augmente plus que l'investissement. C'est-à-dire que la plupart des communes ont fait ce qu'elles appellent une épargne de précaution pour faire face aux aléas. Et bien donc, on s'est penché sur Ramonville pour voir si c'était le cas. Et bien, en fait, non seulement l'investissement s'effondre, mais en même temps, l'épargne nette, elle reste très faible pour une commune de 15 000 habitants. On est autour de 1,1 million d'euros, vous l'avez dit, sachant qu'il y a quand même 525 000 euros qui viennent de cessions immobilières. Donc, pour résumer, il y a une épargne nette qui est très faible. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé de regarder en fait ce qui se passe sur le long terme. Et on a retracé en fait les comptes administratifs depuis le début de vos mandats. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais pour aujourd'hui, en fait, je vais citer un seul chiffre qui est celui du produit des impôts directs par habitant. Et donc, on a regardé son évolution entre 2014 et 2022. Alors, voilà, on voit bien la courbe. Donc, ce produit des impôts directs par habitant, en fait, il n'a cessé de croître. Et sur la période 2014-2022, en fait, il a augmenté de 26%, dont 18% sur les 2 derniers exercices budgétaires. Donc, pour résumer, nous allons voter contre ce compte administratif parce que nous sommes en désaccord avec les choix budgétaires que vous avez faits et que vous continuez à faire, parce que nous pensons qu'il est urgent de repenser le modèle économique de la commune de Ramonville, et que pour cela, eh bien, il faut s'appuyer sur un audit financier indépendant, sans quoi nous ne voyons pas comment on pourrait continuer à investir dans les équipements publics et engager la ville dans la transition écologique. Merci. Il y a des autres interventions. Monsieur Arrivalo. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, bon, ce compte administratif appelle 2 remarques essentielles. D'ailleurs, Sylvie Brault l'a exprimé, je vais à peu près exprimer paradoxalement la même chose. Bon, si on regarde, puisqu'on fait de l'analyse financière, on peut arriver à peu près à certaines conclusions, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre d'autres choses. Oui, sur le budget de fonctionnement, moi j'aurais eu tendance à vouloir féliciter, puisqu'on me dit que je ne félicite pas, que je ne suis pas constructif, etc., l'équipe municipale, la majorité, d'avoir réussi à maintenir une épargne nette donc,
au même niveau que ce qu'elle était quasiment l'an dernier, même elle a légèrement progressé. J'aurais eu tendance à faire ça, mais quand on regarde les chiffres, en fait, on se rend compte que en fait, on a des recettes nouvelles. Il y a 2 recettes nouvelles essentielles. C'est bon, les impôts qui augmentent un petit peu, je crois, sur 300 000 euros, mais ça, c'est le phénomène normal des bases qui amène une croissance de ça, elle est relativement limitée. Et c'est surtout la cession de biens. C'est-à-dire que la cession de biens en 2021, elle était de 450 000 euros. Et là, enfin, les recettes exceptionnelles et divers donnent des cessions de biens. Et là, elle est à plus d'1 million. Donc, en fait, Pablo, c'est sur une ligne, je l'ai lu. Hein, donc, il y a 600 000 euros de cession de biens, je crois. Donc, ça veut dire qu'on a vendu une partie du patrimoine communal pour arriver à compenser les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire on vend les bijoux de famille, entre guillemets, peut-être qu'il faut le faire. Mais en fait, il faut se le dire. C'est-à-dire que si on ne vendait pas, on n'avait pas de biens, et si on n'arrivait pas à faire rentrer de l'argent en vendant qui un terrain par-ci, qui ceci, que cela, l'épargne nette concrète que nous aurions, elle ne serait pas de 1 million 135, mais elle serait peut-être de 500 000 euros, voire moins. Et c'est exactement ce qu'on dit, et c'est l'analyse qu'on porte depuis un certain nombre de mois au sein de cette Assemblée, c'est-à-dire on s'inquiète, et en termes de prospective, sur le fait qu'effectivement l'épargne nette baisse. Alors on peut trouver des petites astuces comme ça de vendre quelques trucs, mais en fait, ce n'est pas une solution. La solution, elle est certainement dans une reconsidération au regard de ce qu'on appelle la sobriété globale du fonctionnement, pas que la sobriété énergétique, ça c'est le plus facile, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement global, et je l'ai exprimé au dernier conseil municipal, si vous relisez le compte rendu. Donc il y a une nécessité aujourd'hui, mais c'est le cas pour Ramonville, mais c'est pour tout le monde, y compris pour nos propres foyers, au regard des crises qui s'annoncent. Parce que la guerre en Ukraine, je l'ai déjà dit, n'est qu'un des éléments de tension et de conflits internationaux et de déséquilibre de ce qui existait aujourd'hui. Donc il faut s'attendre à des durcissements à terme. Voilà. Donc il faut qu'on reconsidère. Ça, c'est la première remarque. Donc, effectivement, je suis désolé, je ne peux pas vous féliciter pour avoir maintenu l'épargne nette à son niveau. La deuxième remarque, Sylvie Brault l'a faite aussi, hein, c'est le faible niveau, je l'avais exprimé d'ailleurs en commission, des investissements. Vous aviez annoncé 6 millions. 6 millions, vous n'en investissez que 2. Pour une commune de 15 000 habitants, c'est extrêmement faible. D'ailleurs, même quand on regarde... quand on voit sur la qualité du service public qu'on n'investit que 365 000 euros dans l'entretien, moi j'ai le souvenir que c'est toutes les enveloppes financières qui permettent d'entretenir dans les services, les outils de travail, etc. Un petit peu le patrimoine de la commune, ça ne fait pas forcément appel à des appels d'offres, hein, c'est des marchés négociés, etc. Et donc là, donc il y a un problème. Moi, je pense que cette commune a un problème. D'ailleurs, on l'a écrit dans notre dernière tribune. Quand on n'investit pas, on régresse. Et en plus, il faut investir dans la perspective, dans la question climatique, préparer cette commune à absorber les chocs qui vont arriver. Et l'investissement est fondamental. Et là, effectivement, on investit très, très peu. C'est vraiment un échec de gestion que d'arriver à n'investir que 2,5 millions, et même de ne pas emprunter. Vous n'empruntez pas cette année. C'est-à-dire que, alors on pourrait dire c'est très bien de ne pas emprunter. Ben non, là, en l'occurrence, alors ça aura un effet positif pour vous en 2023, cette année, puisque le capital de la dette va baisser, les intérêts donc seront inférieurs, et donc ça aura un effet positif l'an prochain en termes de gestion de l'épargne nette. Mais ce n'est pas une solution. Et je pense qu'il y a un vrai problème de façon de gérer les investissements. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Et donc, effectivement, nous voterons contre, comme nous l'avons fait, puisqu'il y a une difficulté d'exécution du budget qui avait été voté par vous. Merci. Allez, Monsieur Arcet et Madame Blancstier. Oui, alors très rapidement, hein, on va repréciser quelque chose, parce que je pense qu'il y a une incompréhension qui s'est glissée. Hein. Certes, le diable se cache dans le détail, mais c'est moi qui lui ai appris à jouer à cache-cache. Donc on va rétablir les choses. Alors, sur l'épargne, soyons bien clairs. Quand on fait le résultat financier définitif, les dépenses de fonctionnement sont
constituer des dépenses réelles de fonctionnement. Ce qui sert à calculer l'épargne, les dépenses réelles c'est la différence qu'il y a entre les dépenses de fonctionnement globales, 18 766 000, moins les opérations. Monsieur Palévody, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Moins les opérations d'ordre. Donc, ce qui ne fait pas 18 700, mais bien 17 500. Et pour qu'il y ait des recettes de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement sont constituées des recettes globales, 20 367 000, moins le produit des immobilisations, 525, et moins l'opération d'ordre de 10 000 euros, ce qui fait bien 19 771. Les produits des cessions ne rentrent pas dans l'épargne, ne font pas partie de l'épargne. Contrairement à ce que tu viens de dire, les produits des immobilisations ne font pas partie de l'épargne. Ok ? Bon, ça, que ce soit clair. Ensuite, on dit... 30 secondes. Pablo, c'est important quand même. Après, moi, j'ai pas de difficulté, si vous le souhaitez, à vous proposer de proposer une formation interne sur la gestion budgétaire. Les immobilisations ne rentrent pas dans le calcul de l'épargne brute, dans le calcul d'épargne brute, mais pas dans le calcul d'épargne nette. Le résultat qu'on vient de vous indiquer, qui donne une épargne nette à 1 135 000 et hors produit des immobilisations. Ça, c'est la base de la comptabilité publique. Donc, quand vous dites, et si vous l'écrivez, vous écrirez aux citoyens un mensonge, que ce soit pour vous, Monsieur Arrival, ou pour vous, Madame Brault. Si vous écrivez que les immobilisations sont comprises, et je pense que Monsieur Ferrieux le sait parfaitement de par son travail, si vous écrivez que les immobilisations sont comprises là-dedans, vous dites un mensonge. Mais voilà. Non, c'est pas la présentation. La présentation, elle est très claire. Vous avez marqué une ligne. Après, il faut juste lire les documents. Hors immobilisation. Hors immobilisation. L'épargne nette, et je vous remercie d'avoir salué le fait qu'elle augmente. Non seulement elle augmente, mais elle augmente sans prendre en compte les immobilisations. Sinon, elle aurait augmenté encore plus. Et notre épargne brute est située à 2 700 000 euros contre l'année dernière, 2 183 000. L'année dernière, nous avions d'épargne nette 1 143 000. Nous sommes à 1 068 000 et à 1 135 000. Et ça, c'est un résultat financier. D'accord ? En résultat financier. C'est ce qu'on vous propose. Et c'est ce qu'on vous présente chaque année. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des résultats qui sont des résultats comptables. Donc, on enlève les immobilisations. Oui, notre épargne nette augmente et je vous remercie d'avoir signalé l'effort de la majorité pour cela. Tu veux compléter ? Non, après, juste compléter par rapport donc, à ce que disait Madame Brault sur la fiscalité. Ce serait sincère aussi de mettre en regard avec la perte de revenus, la perte de ressources des collectivités en général, puisque je me permettrai de vous rappeler quelque chose qu'on a dit au dernier débat d'orientation budgétaire, que vous n'avez pas manqué de relire, que la perte de la DGF cumulée depuis 2010 s'élève juste, pour la petite histoire, à 1,2 million d'euros. 1,2 million d'euros. Alors effectivement, l'Association de maires de France tire la sonnette d'alarme sur beaucoup de choses, mais nous, on a fait le choix de ne pas dégrader notre service public. Il y a des collectivités qui ont dû faire des choix, à voir s'ils fermaient une piscine ou s'ils fermaient une médiathèque, à voir s'ils supprimaient ou pas certains services pour pouvoir tenir le coup. Nous, on n'a pas supprimé de services publics, on n'a pas fermé la piscine. On a tout maintenu. Alors après, par rapport aux investissements, ben oui, vous n'êtes pas sans le savoir. Oui, il y a une crise, effectivement, elle s'applique à nous. Et avec cette crise nous a provoqué beaucoup de lots infructueux dans les marchés publics, beaucoup de retard. Mais ce n'est pas uniquement réservé à Ramonville. D'autres collectivités ont à faire face à ces mêmes questions, à cette même hausse du coût de la construction, à la même hausse du coût de denrées alimentaires, à la même hausse du coût de l'énergie. Donc oui, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, mais qui sont engagées et qui se feront. Madame Blancier. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas intervenir directement sur le budget parce que je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais je voudrais intervenir sur ce qui me paraît devoir être un devoir de tout politique, qui est l'éthique du discours. Et j'ai été tout à fait impressionnée par ce que j'ai entendu tout à fait récemment de la part d'un membre de l'opposition critiquant notre budget en disant « Et si vous n'aviez pas cela, on ne peut pas parler comme ça. » Parce que on parle du réel, me semble-t-il, on parle de la réalité. Et donc, on ne peut pas dire « Et si vous n'aviez pas eu cet argent ?» Ben, oui, mais on l'a. Donc,
évitons de perdre sciemment les gens en ayant effectivement une rigueur dans le discours. On peut ne pas être d'accord, bien sûr, mais il faut argumenter dans un registre qui soit un registre où la moralité ait sa place. Bonsoir. Merci. Madame Brault. Oui, merci Madame Blanstier de parler de moralité parce que justement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors, on a parlé du faible taux de réalisation des investissements. Si on regarde un peu dans le détail, il y a un chiffre qui est édifiant, c'est celui du budget participatif. Le budget participatif, c'est 300 000 €. Le budget participatif, c'est une priorité de votre mandat. Eh bien, sur 2022, seuls 3,7% des crédits ouverts ont été dépensés. 3,7%. Et donc, ça amène à se poser des questions sur la mise en œuvre en fait, de ce budget. Et donc, toujours sur ce budget, l'année dernière, j'avais émis des doutes sur la fiabilité des votes des Ramonvillois, parce qu'on demande aux Ramonvillois d'attester qu'ils le sont. Cette année, je remercie les amis de M. Roussillon, qui est malheureusement pas là pour en parler, d'avoir fait la démonstration que n'importe qui peut voter au budget participatif. Alors, pour comprendre, vous pouvez aller sur la page Facebook de M. Roussillon. Et à la date du 28 mai, il a partagé un post de sa fille où il encourage, il dit « Allez, on vote et on fait voter pour le projet de ma fille, le numéro 44 ». Très bien, c'est un peu de lobbying, mais bon, de la part d'un élu qui est fortement impliqué dans le projet, déjà, je trouve que ça dérange un peu. Mais voilà qu'une de ses amies, Magali, elle écrit « Boudu, j'ai dû mentir et dire que j'habitais Ramonville et que je travaillais à Ramonville ». Et là, M. Roussillon, il répond avec, vous savez, avec les petits smileys là qui vont bien. « Ah, c'est bien que tu l'aies fait, mais c'est pas bien de le dire. » Permettez-moi de vous dire que moi, je trouve que c'est pas bien du tout de l'avoir fait. C'est même scandaleux. C'est de l'argent public. C'est 300 000 € d'argent public, mesdames et messieurs, qui doivent être gérés démocratiquement, selon les règles de fonctionnement du budget participatif, avec rigueur, avec transparence, et non par des petits arrangements entre les amis des élus. Voilà, donc nous, on trouve que c'est scandaleux la façon dont vous gérez cet argent de budget participatif. Merci. Je n'avais pas connaissance de ce cas de figure-là, mais on le vérifiera. Ne vous inquiétez pas, je serai le premier, si c'est le cas, à intervenir. On a oublié une réponse tout à l'heure sur la question de l'augmentation de la fiscalité. Oui, on a augmenté la fiscalité, mais on assume complètement. Je viens de vous dire, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association des petites villes de France, la PVF, qui a proposé au gouvernement de réinstaurer une fiscalité, une taxe qui soit liée au territoire. Parce que le problème que nous allons avoir, c'est que la question même de la décentralisation dans les années à venir peut se terminer du fait qu'on essaye de recentraliser l'autonomie financière et fiscale des collectivités et pose des problèmes. Et quand je dis que c'est une proposition qui est faite par une association de maires, c'est que ce n'est pas une association partisane, c'est une association transpartisane. Donc oui, on assume que la fiscalité fasse fonctionner les services publics. Et c'est peut-être ce qui nous différenciera à jamais entre nous. Vous considérez qu'on puisse faire du service public sans demander à nos concitoyennes de participer à l'effort de son fonctionnement. Nous considérons que le financement des services publics passe par de la fiscalité locale, par un lien au territoire, parce qu'effectivement, un service public, il ne peut pas être financé juste par les dotations de l'État ou par le bon vouloir du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut effectivement de la tarification, il faut effectivement de la fiscalité, et on assume le fait de dire que pour maintenir nos services publics locaux, maintenir nos investissements, et je vous invite à venir au conseil municipal du 6 juillet, puisqu'on investit pas assez, vous aurez là 2 gros dossiers, vous verrez que les investissements de la collectivité sont, contrairement à ce que vous dites, très largement sont forts, même si on a des difficultés, comme toutes les collectivités, à pouvoir boucler, et très clairement, on refait des choix d'investissement, mais ça, comme toutes les collectivités qui se réinterrogent. Donc oui, on assume, et je fais partie, moi, personnellement, de ceux qui défendent depuis des années
le fait que, y compris à gauche, on ait pu dévaloriser la question de l'impôt et de la fiscalité est un vrai problème et voire une difficulté majeure dans le financement de notre société. On est dans une société de solidarité. La solidarité, elle passe par le fait que, effectivement, ceux qui ont le plus d'argent payent plus d'impôts, plus de fiscalité, plus de taxes d'habitation à l'époque, plus de taxes foncières, plus de taxes professionnelles, de CVAE que le gouvernement est en train de supprimer, parce qu'ils ont les ressources, et qu'à un moment donné, cet argent-là, la solidarité fait qu'on doit le redistribuer au plus grand nombre et d'abord à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Parce que les services publics, comme a l'habitude de le dire mon collègue de gauche, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et oui, on assume cette augmentation de la fiscalité. Et qu'on n'a pas de souci avec ça. Et que si vous faites de la politique en direction de nos concitoyens en disant on va baisser la fiscalité, il faudra, vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de souci, hein, il faudra que vous expliquiez quels sont les services publics que vous supprimez sur Ramonville. Très clairement. Parce qu'on a 66% de notre masse salariale qui fait fonctionner nos services publics. Donc si vous supprimez des ressources qui sont des ressources fiscales, dans ce cas-là, il faudra que vous expliquiez comment, 1, vous supprimez les services publics, des agents de la fonction publique, 2, comment est-ce que vous privatisez une partie du système du fonctionnement du service public. Voilà, vous n'aurez pas le choix. Et donc, il va falloir assumer politiquement ce choix. Vous ne pouvez pas dire au compte administratif, au budget, on est contre l'impôt. Expliquez comment vous faites différemment et pas seulement en disant on va faire des économies. Parce que les économies sur le budget de la ville de Ramonville, 66% de masse salariale, ça ne peut être que la masse salariale. Et donc, c'est que du service public, à moins que vous pensiez que les agents de Ramonville travaillent à rien faire. Mais sinon, c'est la suppression de services publics. C'est la question des ALAE et des animateurs. Par exemple, comment est-ce qu'on encadre nos enfants ? Il va falloir y répondre à ça quand même. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop facile d'avoir cette forme de politique qui est un peu, j'allais dire, opportuniste, de dire oh, la fiscalité, c'est pas bien. Mais tout le monde dit la fiscalité, c'est pas bien. Mais ceci dit, concrètement, dans la vie des gens, ne plus avoir de financement, ne plus avoir de fiscalité, ça veut dire demain leur expliquer aussi, mais dans ce cas-là, vous n'aurez plus de restauration scolaire. Service public non obligatoire dans les collectivités. Hein. Il faut le supprimer, après tout. Il y a des maires qui peuvent faire ce choix-là s'ils le souhaitent. Mais il faudra l'expliquer quand même. Parce qu'il faut dire aux citoyens, on arrêtera, on baissera les impôts, très bien. Mais dans ce cas-là, on aura moins d'animateurs, on fera moins de qualité alimentaire dans les écoles, peut-être qu'on ne supprimera pas, ou on fermera plus souvent la piscine municipale, ou enfin, il va falloir quand même dire ça, parce que sinon c'est trop facile. C'est pas de la politique, ça. C'est juste essayer de surfer sur un... Et en plus, c'est, je vous le dis, hein, quand on est élu, et quels que soient les élus de tous bords, hein, et on le voit dans les grandes associations d'élus, on défend tous la même chose. Ce n'est juste qu'un comportement d'opportunisme, j'allais dire, instantané. Mais si vous regardez les associations d'élus, la PVF, l'AMF, on tient tous les mêmes discours, gauche et droite comprises là-dessus. C'est unanime, unanime. Je vais, alors, s'il n'y a pas de prise de parole supplémentaire, je vais donc procéder au vote par ordre. Tu voulais compléter ? Non, pas du tout. Non. Au vote par ordre. Donc, nous avons les 5 comptes de gestion. Très formellement... On n'a présenté que le budget. Non, je présentais que le budget Principal. Ouais. alors, pardon, alors présentez les comptes administratifs des autres et après je pense au compte de gestion. Oui, voilà. Donc on a 4 comptes administratifs à voter sur les 4 budgets annexes de la collectivité. Hein. Donc 4 budgets annexes. Le premier étant donc le port technique et quartier fluvial, hein, avec une section de fonctionnement des dépenses pour 142 900 €, des recettes pour 138 000, un résultat négatif de 4 931 et une reprise des résultats de l'année précédente de 44 858. On a un résultat cumulé de fonctionnement de 39 926. En fonctionnement, en investissement, des dépenses pour 29 479, des recettes pour 29 756, donc un résultat d'investissement positif de 276, une reprise de résultats de l'année précédente négatif de 26 643 et un résultat cumulé d'investissement négatif de 26 367. Le résultat total cumulé, fonctionnement plus investissement, est lui positif de 13 559 et le résultat global de clôture, puisqu'il n'y a pas de reprise de l'année précédente, est identique.
Deuxième budget annexe, celui du port de plaisance de Port Sud, avec un fonctionnement en dépenses de fonctionnement de 235 200, des recettes pour 247 000, un résultat de fonctionnement positif de 12 128, la reprise de l'année précédente de 22 814 et un résultat cumulé de fonctionnement de 34 942. En investissement, nous avons des dépenses de 62 649 et des recettes de 62 354. Donc un résultat d'investissement négatif de 294 euros et la reprise de résultat de l'année précédente de moins 7 479, soit un résultat cumulé d'investissement de 7 774. Le résultat total cumulé investissement plus fonctionnement est positif de 27 168 euros. Le résultat global est identique puisqu'il n'y a pas reprise d'année précédente. Troisième, c'est le restaurant interentreprises avec une section de fonctionnement qui a des dépenses pour 7 101 euros, des recettes de 54 611 euros, soit un résultat de fonctionnement de 46 900 euros. Le résultat de l'année précédente était quant à lui de 111 925, ce qui fait un résultat cumulé de fonctionnement de 158 835. En investissement, nous avons des dépenses pour 24 349, des recettes pour 23 700, un résultat d'investissement négatif de 589 euros, un résultat de la reprise du résultat précédent de moins 18 900, soit un résultat cumulé d'investissement négatif de 19 564. Le résultat total cumulé, investissement plus fonctionnement, est lui positif de 139 271 et le résultat total de clôture est identique puisqu'il n'y a pas de reprise sur l'année précédente. Le petit dernier qui est la régie de transport, qui est entièrement supportée par le budget général, a des dépenses de fonctionnement de 65 000, des recettes de fonctionnement